Léo Payne pressa son front contre le hublot de l'avion, observant les nuages dériver sous le 737 comme du coton déchiré. Quelque part en dessous, étalés à travers le sud-ouest américain, se trouvèrent les sujets de son dernier documentaire, 3 femmes qui avaient fui une communauté polygame et reconstruisèrent leur vie. Il avait passé 4 jours en Arizona à mener des entretiens et maintenant il rentrait à Denver, son esprit encore occupé à traiter leurs histoires de manipulation et de contrôle. Son téléphone était en mode avion, mais pas ses pensées. Ce documentaire était son 7e en 9 ans. Chacun se concentrait sur des personnes se libérant de systèmes conçus pour les piéger, des sectes, des fraudes d'entreprises qui ruinèrent des familles, des condamnations injustes. Léo ne se contentait pas de raconter des histoires. Il exposait l'architecture de la tromperie, la manière dont les puissants déformèrent la réalité pour servir leurs intérêts. Il avait remporté 2 Emmy régionaux et s'était attiré des ennemis en chemin. Des gens qui préféraient que leurs secrets restent enterrés. L'hôtesse de l'air s'arrêta à s'arranger. « Monsieur Payne, le capitaine vous demande de venir à l'avant. » Léo leva les yeux. « Confuse ?» L'expression de l'hôtesse était rigide, professionnelle, mais ses yeux trahissaient autre chose. « De l'inquiétude ? Y a-t-il un problème ? Veuillez me suivre. »« Monsieur ?» Tous les passagers des rangées environnantes se tournèrent pour regarder tandis que Léo la suivait dans l'allée. Son pouce accéléra. Dans son métier, une convocation inattendue signifiait l'une de 2 choses, une source avait de nouvelles informations ou quelqu'un voulait le faire taire. Il avait reçu des menaces auparavant, des emails anonymes, des appels cryptiques, mais jamais à 9000 mètres d'altitude. La porte du cockpit s'ouvrit, la capitaine, une femme aux cheveux gris dans la 50aine, lui fit signe d'entrer. « Monsieur Payne, nous avons reçu une demande urgente du contrôle au sol. Votre voisine essaie de vous joindre. Il y a une urgence impliquant votre fille. » L'estomac de Léo se noua. Quel genre d'urgence ? Nous n'avons pas de détails, mais ils la mettent en ligne maintenant. Nous ne faisons pas cela normalement, mais la situation a été décrite comme critique. La radio crépita. Monsieur Payne, c'est Patty Fitzgerald. J'habite 3 maisons plus bas que vous. Léo connaissait Patty, une enseignante à la retraite, gentille mais discrète. Ils avaient échangé des amabilités au fil des ans, mais n'étaient pas proches. Patty, que se passe-t-il ? Sa voix tremblait. Votre fille Sophie vient de courir chez moi. Léo, elle est couverte de sang, elle est hystérique. Elle répète que sa grand-mère l'a fait. Le monde bascula. Quoi ? Il y a du sang sur ses vêtements. Ses mains, je ne sais pas si c'est le sien ou... Léo, elle est terrifiée. Elle ne me laisse pas appeler le 911. Elle ne cesse de demander après vous. L'esprit de Léo s'emballa. Sophie avait 8 ans, brillante et prudente. Sa belle-mère, Claudia Short, l'a gardée pendant qu'Elena... Sa femme, assistait à une conférence médicale à Chicago. Claudia avait toujours semblé aimante, quoique un peu envahissante. La grand-mère qui faisait des cookies et assistait à chaque spectacle scolaire. Sophie est-elle blessée ? Est-ce son sang ? Je ne pense pas. Je ne vois pas de blessure. Mais elle ne me laisse pas l'examiner correctement. Elle est en état de choc. Écoutez-moi, Patty, verrouillez vos portes. Ne laissez entrer personne sauf la police. J'appelle le 911 tout de suite. J'ai besoin que vous gardiez Sophie en sécurité. D'accord, je vais le faire. Léo se tourna vers la capitaine. J'ai besoin d'un atterrissage d'urgence maintenant. L'expression de la capitaine se durcit. Monsieur Payne, je comprends que c'est bouleversant, mais nous survolons les Rocheuses. L'aéroport adapté le plus proche est encore à 90 minutes. Nous ne pouvons pas... Ma fille est en danger. Et j'ai 200 autres passagers. Nous procédons déjà à vitesse maximale vers Denver. Je suis désolé. Mais ce sont les réglementations. Léo voulait hurler, traverser le cockpit et forcer l'avion à descendre lui-même. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et composa le 911, expliquant la situation au répartiteur. Puis il appela Elena. « Léo, je suis au milieu d'une discussion de panel. Rentre à la maison tout de suite. Sophie est blessée. Ta mère a fait quelque chose ?» La voix d'Elena passa instantanément de l'agacement à l'alarme. « De quoi parles-tu ? Je n'ai pas tous les détails. » Sophie a couru chez Patty Fitzgerald couverte de sang. La police est en route. Je suis encore dans l'avion. Ma mère, c'est insensé. Sophie est probablement tombée. Elle a eu peur. Elena, écoute-moi. Sophie a dit que Claudia l'avait fait. Quoi qu'il soit arrivé, c'était assez grave pour que notre fille fuie la maison. Il y eut un long silence. Je prends le prochain vol. Léo revint à son siège, les mains tremblantes. Les images du documentaire qu'il avait été en train de revoir lui semblaient soudain obscènes. Le traumatisme des autres empaquetés pour la consommation.
Tandis que sa propre fille souffrait, il consulta ses contacts et descendit jusqu'à un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 3 ans, Tom Merrill. Tom avait été détective à la police de Denver avant de prendre une retraite anticipée à cause d'une affaire qui avait mal tourné. Une affaire que Léo avait aidé à exposer dans l'un de ses documentaires. Le département avait fait de Tom un bouc émissaire pour des violations de procédure, mais le film de Léo avait révélé que la vraie corruption allait plus haut. Tom avait perdu son emploi. Mais il avait regagné son intégrité, ils étaient restés en contact. 2 hommes qui comprenaient ce que cela signifiait de s'opposer à des systèmes qui se protégeaient à tout prix, l'appel alla sur la messagerie. « Tom, c'est Léo Payne. J'ai besoin de toi, j'atterris à Denver dans 2 heures, quelque chose est arrivé à ma fille, et je pense que ma belle-mère est impliquée, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. » Les 90 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Léo. Il resta assis raide sur son siège, ignorant les regards inquiets des passagers voisins. Son esprit repassait sans cesse les moments des mois passés, cherchant des signes d'avertissement qu'il avait manqués, Claudia visitant plus fréquemment, insistant pour garder Sophie même quand ce n'était pas nécessaire, la façon dont Sophie était devenue plus silencieuse, plus renfermée. Léo l'avait attribuée à des phases normales de l'enfance. Il voyageait constamment, chassant des histoires, construisant sa carrière. Elena travaillait de longues heures comme chirurgienne en traumatologie. Ils avaient été reconnaissants pour l'aide de Claudia, sans jamais questionner sa dévotion. Il pensa à sa propre enfance. Léo avait grandi en famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture quand il avait 6 ans. Il avait rebondi entre des foyers, apprenant tôt à lire les gens, à repérer la différence entre une gentillesse authentique et sa simulation. Cette compétence lui avait bien servi dans son travail documentaire, l'aidant à voir à travers les façades jusqu'à la vérité en dessous. Peut-être était-ce pour cela qu'il n'avait jamais pleinement fait confiance à Claudia. Il y avait quelque chose de répété dans sa chaleur. Trop parfait. Mais Elena adorait sa mère, et Léo s'était convaincu que ses soupçons n'étaient que des bagages de son propre passé. L'avion descendit enfin. À l'instant où les roues touchèrent l'asphalte, Léo fut sur ses pieds. Il attrapa son sac et se dirigea vers la sortie. Ignorant les protestations des hôtesses sur le fait de rester assis, d'autres passagers murmurèrent des plaintes, mais il s'en moquait. Il avait appelé à l'avance et organisé un charter d'hélicoptère, cher, mais nécessaire. Le pilote l'attendait du côté de l'aviation privée de l'aéroport. « Monsieur Payne, nous sommes ravitaillés et prêts. » Ils décollèrent en 10 minutes, tandis que les banlieues de Denver s'étalaient en dessous. Le téléphone de Léo explosa de notifications. Un texto d'Elena, des messages vocaux de Patty, un rappel de Tom, Merrill. Il composa d'abord Tom, où es-tu? En route pour ta maison? Léo. Que se passe-t-il, bon sang? Le scanner de la police est allumé? Je ne sais pas encore. Sophie a dit que Claudia lui avait fait du mal. J'ai besoin que tu y sois avant mon arrivée. J'ai besoin de quelqu'un qui surveille tout. Compris? Mais Léo, tu devrais savoir, il y a déjà des vannes de nouvelles qui s'installent. Ça devient une scène, bien sûr, une enfant couverte de sang, la police répondant dans un beau quartier de banlieue, les stations locales saliveraient. Léo avait utilisé l'attention médiatique comme une arme dans ses documentaires, comprenant comment l'exposition publique pouvait forcer la responsabilité. Maintenant, cela travaillerait contre lui ou pour lui, selon ce qui s'était réellement passé. L'hélicoptère franchit la dernière crête, son quartier s'étalait en dessous, des maisons nettes avec des pelouses manucurées, et Léo repéra immédiatement sa rue. 3 voitures de police, une ambulance, 2 vannes de nouvelles avec des antennes satellites déployées atterries dans le cul-de-sac. Indiqua Léo, aussi près que possible de ma maison. Le pilote lui jeta un coup d'œil. « Monsieur, ça va créer une situation, c'est l'idée. » Ils descendirent, le souffle des rotors éparpillant les feuilles et faisant fuir l'équipe de nouvelles. Léo n'attendit pas que le pilote coupe le moteur. Il sauta dehors, se baissant sous les pales, et sprinta vers le groupe de véhicules d'urgence. Un officier en uniforme l'intercepta. « Monsieur, vous devez reculer. Je suis Léo Payne. C'est ma maison. Où était ma fille ?» L'expression de l'officier changea. « Monsieur Payne, votre fille est en sécurité. Elle est avec les services de protection de l'enfance et une conseillère en crise chez votre voisine. Votre belle-mère est à l'intérieur de votre maison avec des détectives. Que s'est-il passé ? Je ne peux pas divulguer de détails sur une enquête en cours. » Derrière l'officier, Léo vit Tom Merrill debout près d'une des voitures de police. Tom croisa son regard et fit un signe subtil vers la maison de Patty Fitzgerald. Léo comprit. Sophie était la priorité. Mais alors qu'il se dirigeait dans cette direction, la porte d'entrée de sa propre maison s'ouvrit. 2 détectives émergèrent.
et entre eux marchait Claudia Short. Léo s'arrêta, le souffle coupé. Claudia semblait petite, fragile. Ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, portant un de ses cardigans et des chaussures sensées, elle pleurait, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, l'image d'une grand-mère dévastée par des circonstances hors de son contrôle. « Léo !» appela Claudia quand elle le vit, sa voix se brisa d'émotion. « Dieu merci, tu es là ? C'était horrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sophie m'a juste attaqué. » Les détectives l'écoutaient, compatissants. L'un avait même une main sur son épaule pour la réconforter. Léo sentit la rage monter dans sa poitrine. Mais il se força à rester calme. C'était le jeu de Claudia que se présenter comme la victime, peindre Sophie comme perturbée. Il avait vu ce schéma auparavant dans son travail, des abuseurs qui armaient l'empathie, qui comprenaient instinctivement comment manipuler la perception. Il passa devant eux sans un mot et se dirigea vers la maison de Patty. Derrière lui, il entendit Claudia appeler à nouveau, sa voix pitoyable, « Léo, s'il te plaît, tu dois me croire, je ne ferai jamais de mal à Sophie. » Et jamais, ces mots lui donnèrent la chair de poule parce qu'ils étaient exactement ce que disaient les coupables. La vérité n'avait pas besoin de supplier. Elle existait simplement, attendant d'être découverte. Et Léo Payne était très bon pour découvrir la vérité. Patty Fitzgerald ouvrit sa porte avant que Léo puisse frapper. Son visage était pâle, tendu. Elle est dans le salon avec la conseillère. « Léo, je dois te prévenir. Ce n'est pas la même enfant que j'ai vue ce matin. » Léo entra. Le salon était encombré d'étagères à livres et de photos de famille. Confortable dans son âge, Sophie était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture malgré l'après-midi chaud. Une femme dans la trentaine était assise à côté d'elle, parlant doucement. Quand Sophie vit Léo, elle se précipita vers lui. « Papa !» Léo la rattrapa, enroulant ses bras autour de sa fille. Elle tremblait, sa respiration rapide. Il pouvait sentir l'odeur métallique du sang sur ses vêtements, voir les taches rouillées sur ses mains et son chemise. « Je suis là, ma chérie, je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Sophie recula, les yeux écarquillés et rougis par les pleurs. « Elle m'a fait mal. Papa, mamie m'a fait mal. » Elle a dit que si j'en parlais à quelqu'un, elle s'assurerait que personne ne me croit. Elle a dit que j'étais malade, que j'imaginais des choses. La conseillère se leva. « Monsieur Payne, je suis Rebecca Walsh. Je me spécialise dans les cas de traumatisme impliquant des mineurs. Votre fille a vécu quelque chose de significatif, mais elle a besoin de temps pour le traiter avant un entretien formel. » Léo regarda le visage de Sophie, cherchant des blessures physiques. A-t-elle été examinée par un paramédic? Oui, elle a des ecchymoses sur les bras, des blessures défensives compatibles avec une tentative de se protéger, mais le sang semble provenir de l'autre individu. Claudia, Rebecca hocha la tête. Votre fille dit qu'elle se défendait, que sa grand-mère est devenue violente quand Sophie a refusé de prendre des médicaments. Quels médicaments? La voix de Sophie était faible. Des pilules. Mamie me donne des pilules tous les jours depuis 3 mois. Elle disait que c'était des vitamines, que maman voulait que je les prenne. Mais elle me faisait me sentir bizarre, étourdi. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne voulais plus les prendre et elle s'est fâchée. L'esprit de Léo faisait déjà des connexions, des pilules qui rendaient un enfant étourdi. 3 mois d'administration graduelle. Claudia insistant pour garder Sophie plus souvent. Où sont ces pilules maintenant? Je ne sais pas, murmura Sophie. Après que je l'ai poussée et que je me suis enfuie, j'ai juste continué à courir. Rebecca toucha l'épaule de Léo. La police traite cela comme un incident domestique. Parce qu'il n'y a pas de preuves claires d'abus continu et parce que votre belle-mère n'a pas d'antécédents, ils sont prudents. Cela va probablement se résumer à la parole de Sophie contre la sienne. Ça n'arrivera pas, dit Léo calmement. Tom Merrill apparut dans l'embrasure de la porte. Léo, on doit parler maintenant. Léo embrassa le front de Sophie. Je serai juste dehors. D'accord. Tu es en sécurité ici avec Madame Walsh et Madame Fitzgerald. Il suivit Tom sur le porche. L'expression de l'ancien détective était sombre. Les détectives achètent l'histoire de Claudia. Elle prétend que Sophie a eu des problèmes de comportement, qu'elle est sujette à des explosions violentes. Elle dit que Sophie l'a attaquée avec un couteau de cuisine, qu'elle l'a à peine repoussée. C'est un mensonge. Je te crois? Mais voici le problème. Claudia a appelé le 911 30 minutes avant que ta fille n'arrive chez Patty. Elle a signalé un trouble domestique, a dit que sa petite fille avait un épisode psychotique. C'est horodaté. Ça crée un récit où elle laissa la victime cherchant de l'aide. Léo sentit une glace dans ses veines. Claudia avait prévu cela.
Elle avait anticipé la résistance de Sophie, appelé la police préventivement pour établir son histoire. C'était sophistiqué, calculé. Il y a plus, continua Tom. J'ai parlé aux officiers intervenants. Ils ont trouvé des médicaments sur ordonnance dans ton armoire à pharmacie, des antipsychotiques prescrits pour Sophie. Supposément, elle est sous soins psychiatriques depuis des mois. C'est impossible. Sophie n'a pas d'ordonnance. Nous n'aurions jamais. L'ordonnance est réelle, signée par Dr Helena Holloway Payne. Ta femme, Léo les fixa. Helena n'a pas signé ça. Alors quelqu'un a forgé sa signature et ils l'ont fait assez bien pour tromper une pharmacie. Les pièces s'assemblaient, révélant une image plus perturbante que Léo n'avait imaginée. Ce n'était pas juste de l'abus, c'était systématique, planifié, conçu pour créer un récit où Sophie apparaissait mentalement malade, où tout ce qu'elle disait pouvait être rejeté comme une illusion. Claudia a travaillé comme infirmière pendant 30 ans, dit Léo lentement. Elle saurait comment forger des documents médicaux, elle saurait quels médicaments utiliser pour rendre Sophie instable. Tom hocha la tête, un syndrome de Munchausen par procuration. J'ai vu des cas comme ça. Le soignant rend l'enfant malade, puis se présente comme le protecteur dévoué. Ça leur donne de l'attention, du contrôle, et ça les rend indispensables. Mais pourquoi Claudia ferait-elle ça à sa propre petite fille? C'est ce qu'on doit découvrir. Mais Léo, en ce moment, les preuves sont empilées contre Sophie. Claudia a construit ce récit pendant des mois. On doit le démonter et on doit le faire vite avant que les services de protection de l'enfance ne commencent à questionner l'état mental de Sophie. Léo regarda vers la maison de Patty où sa fille était assise, enveloppée dans une couverture, traumatisée, puis il regarda vers sa propre maison où Claudia se tenait entourée d'officiers de police compatissants, jouant son rôle à la perfection. Il pensa à chaque documentaire qu'il avait fait, chaque manipulateur qu'il avait exposé. Ils suivaient tous des schémas similaires. Ils établissaient d'abord la crédibilité, ils contrôlèrent le récit et ils avaient toujours un public prêt à les croire parce que la vérité semblait trop laide à accepter. Mais Léo avait passé sa carrière à révéler des vérités laides et il avait amené Tom Merrill exactement pour cette raison. Parce que quand les systèmes échouaient, quand les canaux officiels protégeaient les mauvaises personnes, on avait besoin de quelqu'un prêt à travailler en dehors des lignes. Tom, dit Léo calmement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui va probablement violer tes principes et définitivement illégal. Tom le regarda fixement. Qu'est-ce que tu as besoin ? J'ai besoin que tu entres par effraction dans ma maison ce soir et que tu trouves ces pilules. J'ai besoin de savoir exactement ce que Claudia a donné à Sophie. Et j'ai besoin que tu trouves toute autre preuve qu'elle pourrait cacher. Il y a des documents, des enregistrements, tout ce qui prouve que c'était planifié. Si je me fais prendre, tu ne le sauras pas. Parce que pendant que tu fais ça, je vais m'assurer que Claudia et chaque officier de police sur place soient très occupés à me gérer moi et les caméras de nouvelles. Je vais leur donner un spectacle qu'ils ne pourront pas ignorer. Tom sourit sombrement. Tu veux armer tes compétences documentaires ? Exactement. Claudia pense qu'elle peut contrôler le récit, mais elle n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui construit des récits professionnellement. Et si ça se retourne contre toi ? S'il décide que tu es juste un père fou essayant de protéger son enfant perturbé ? Léo croisa ses yeux. Alors on passe au plan B ? Et le plan B implique de s'assurer que Claudia Short regrette d'avoir jamais touché à ma fille. Conséquences légales ou pas, les mots planaient entre eux. Tom avait vu les documentaires de Léo, savait à quel point il poursuivait la justice sans relâche. Mais c'était différent. C'était personnel. C'était un père prêt à brûler le monde pour protéger son enfant. D'accord, dit Tom. J'en suis. Mais Léo, on fait ça intelligemment. On rassemble des preuves. On construit un dossier étanche. Et on détruit sa crédibilité si je dis qu'elle ne s'en remet jamais. Parce que si on la blesse juste, elle gagne. Elle redevient la victime. On doit l'exposer si complètement que tout le monde voit exactement ce qu'elle est. Léo hocha la tête. D'accord. Alors, au travail. Ils se tournèrent vers la rue, où les caméras de nouvelles tournaient encore, capturant chaque moment du drame en cours. Léo marcha vers elle délibérément, sachant que c'était le début d'une bataille très publique. Claudia avait fait une erreur en impliquant les médias, en créant un spectacle, parce que les spectacles étaient la spécialité de Léo. Un reporter lui tendit un micro. « Monsieur Payne, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici aujourd'hui ?» Léo regarda directement la caméra, sa voix ferme et claire. « Ma fille de 8 ans a été agressée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle s'est défendue et a fui vers la sécurité. Maintenant, cette personne essaie de peindre ma fille comme mentalement perturbée pour couvrir son propre abus. Au cours des prochains jours, je vais prouver exactement ce qui s'est passé
et je vais m'assurer que la personne responsable fasse face à une pleine responsabilité. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Derrière le reporter, Léo vit l'expression de Claudia changer, le masque de victimhood glissant juste une seconde, révélant quelque chose de froid en dessous. Elle reconnaissait le défi, elle comprenait que ce ne serait pas une simple affaire de sa parole contre celle d'un enfant. C'était la guerre, et Léo Payne était très bon à la guerre. Elena Holloway Payne arriva à 22h, son vol retardé par la météo. Léo la rencontra dans l'allée de Patty Fitzgerald. Sa femme semblait épuisée, portant encore son badge de conférence, sa précision chirurgicale visible même en crise. Elle catalogua la scène méthodiquement avant de parler. Où est Sophie? À l'intérieur, endormie, Rebecca Walsh, la conseillère en traumatisme, lui a donné quelque chose pour l'aider avec l'anxiété. La mâchoire d'Elena se serra. Et ma mère, à son hôtel, la police ne l'a pas arrêtée. Ils traitent de ça comme des circonstances floues en attendant l'enquête. Elena ferma les yeux. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Tout. Léo raconta l'appel de Sophie. Le sang, l'appel préventif de Claudia au 911, l'ordonnance forgée. À chaque détail, l'expression d'Elena devenait plus affligée. Quand il termina, elle resta silencieuse un long moment. J'aurais dû le voir, dit-elle enfin. Ma mère, elle était toujours intense quand j'étais petite. Surprotectrice, il y avait des fois où je tombais malade et elle semblait presque heureuse, attentive d'une manière qui semblait fausse. Mon père est parti quand j'avais 12 ans. Il a juste disparu un jour. Maman a dit qu'il nous avait abandonnés. Mais quoi? Il y avait des bleus sur ses bras parfois. Elle disait qu'elle était maladroite, qu'elle tombait. Après le départ de papa, elle a concentré tout sur moi. Chaque maladie, chaque égratignure. Elle était là, toujours là. Quand je suis allé à l'université, elle appelait 3 fois par jour. Quand je t'ai rencontré, elle était furieuse. Elle disait que tu m'emmènerais loin d'elle. Léo prit la main d'Elena. T'a-t-elle déjà fait mal? Pas directement, mais il y avait des fois où je me sentais malade. Étourdie, incapable de me concentrer, ça empirait quand j'essayais d'être indépendante. Mieux quand je restais près d'elle. Je pensais que c'était de l'anxiété, mais et si elle me droguait aussi? Et si elle fait ça depuis des décennies? L'implication était stupéfiante. Si Claudia avait empoisonné sa propre fille pour la garder dépendante, pour maintenir le contrôle, alors Sophie n'était pas sa première victime. Elle était juste la dernière. J'ai besoin de voir ma fille, dit Elena. À l'intérieur, Sophie était recroquevillée sur le lit d'invité de Patty, sa respiration lente et régulière. Elena s'assit à côté d'elle, brossant doucement les cheveux de son visage. « Je suis tellement désolée, bébé, je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vue. » Léo les laissa seuls et sortit où Tom attendait près de sa voiture. Il est minuit, les rues sont enfin dégagées, les patrouilles de police passeront toutes les heures. Tu as peut-être 45 minutes? Tom avait changé pour des vêtements sombres, son kit de crochetage dans sa veste. J'entre par l'arrière. Ton système de sécurité domestique. Je l'ai désactivé à distance. Le code est 72583 si ça demande. La chambre de Sophie est à l'étage. Deuxième porte à droite. Claudia séjournait dans la chambre d'invité au bout du couloir. C'est par là que je commencerai. Qu'est-ce que je cherche en plus des pilules? Tout ce qui montre une préméditation, journaux, calendrier, registre de médicaments. Claudia est une méticuleuse. Si elle a planifié ça, elle aura des enregistrements. Tom hocha la tête et se fondit dans les ombres entre les maisons. Léo le regarda partir, puis revint dans le salon de Patty. Elena était assise sur le canapé, fixant le vide. « J'ai appelé l'hôpital », dit-elle calmement. « J'ai vérifié mes enregistrements d'ordonnances. Il y a 3 ordonnances à mon nom que je n'ai jamais écrites. Toutes pour Sophie. Antipsychotiques, sédatifs, stabilisateurs d'humeur. Elles ont été remplies dans une pharmacie de l'autre côté de la ville, un endroit où je ne vais jamais. Elle fait ça depuis des mois, 3 mois, juste après que j'ai pris des gardes supplémentaires aux urgences, juste quand j'ai demandé à maman de garder Sophie plus souvent. » La voix d'Elena se brisa. « Je lui ai livré notre fille. Je lui ai facilité les choses. Tu ne pouvais pas savoir. Je suis médecin. Léo, j'aurais dû remarquer les symptômes. Sophie fatiguée tout le temps, se plaignant de maux de tête, ses notes baissant. Je l'ai attribué au stress de mon emploi du temps. Mais ce sont des effets secondaires des médicaments que Claudia lui donnait. » Léo s'assit à côté d'elle. « On va le prouver. Tom rassemble des preuves en ce moment. Demain, j'emmène Sophie dans un labo de toxicologie. On fera des analyses de sang, des échantillons de cheveux, tout. On montrera exactement ce que Claudia a mis dans son système. Et si la police ne nous croit pas, alors on rend ça public. Je ferai un documentaire sur ça.
Chaque média du pays voudra l'histoire. Filmmaker primé aux Emmy expose l'abus par sa propre belle-mère. Claudia pense qu'elle peut contrôler le récit, mais elle n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui fait ça professionnellement. Elena le regarda. Ma mère est dangereuse. Léo, si elle fait ça depuis aussi longtemps que je pense, elle s'en est tirée pendant des décennies. Elle ne tombera pas facilement? Moi non plus? Ils restèrent silencieux un moment, puis Elena dit « Il y a autre chose ». Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand j'avais 15 ans, j'avais une amie nommée Cher Hansen. On était proches. Elle venait pour des soirées pyjama et ma mère nous cuisinait. Faisait des friandises. Chérie a commencé à tomber malade. Problème d'estomac, étourdissement, fatigue. Ses parents l'ont emmenée chez des spécialistes, mais personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas. Les symptômes ont-ils arrêté? Oui. Après que j'ai dit à maman que je ne voulais plus que Chérie vienne. On s'était disputé, du truc d'adolescente typique. Chérie a arrêté de venir à la maison et en quelques semaines, elle était en bonne santé à nouveau. Je n'ai jamais fait le lien jusqu'à ce soir. Léo sentit un froid se répandre dans sa poitrine. Claudia a empoisonné ton amie. Je pense que oui, et je pense qu'elle l'a fait à d'autres. Quiconque menaçait son contrôle sur moi ou plus tard sur Sophie, elle s'en est tirée pendant des décennies parce qu'elle est assez intelligente pour le garder subtil, pour ne jamais franchir la ligne vers quelque chose de poursuivable. Jusqu'à ce soir, elle a paniqué. Sophie a refusé le médicament, a probablement riposté, et Claudia a perdu le contrôle. Elle est devenue négligente, Elena hocha la tête, ce qui signifie qu'elle est vulnérable maintenant. Pour la première fois, elle a fait une erreur et on va l'exploiter. 40 minutes plus tard, Tom frappa doucement à la porte arrière de Patty. Léo le fit entrer. L'expression de Tom était sombre tandis qu'il sortait un sac de preuves contenant un flacon d'ordonnance, risperidone, un antipsychotique assez fort pour rendre un enfant sembler délirant si surdosé. L'ordonnance date de 3 mois, signée par Elena, remplie dans une pharmacie à Aurora. Quoi d'autre? Tom sortit son téléphone montrant des photos, un journal caché dans la valise de Claudia, des logs détaillés de chaque dose de médicaments, chaque symptôme que Sophie a exhibé, chaque fois qu'elle s'est plainte ou semblait suspicieuse. Ça se lit comme un essai clinique. Léo regarda les photos. L'écriture de Claudia était nette, presque joyeuse, tandis qu'elle documentait la détérioration de sa petite fille. C'est de la préméditation. Ça prouve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il y a plus. Tom balaya vers une autre photo, des pages sur Elena remontant à des décennies, des médicaments que Claudia lui a donnés enfant, symptômes observés. Comment Elena répondait à différentes doses. Ta femme avait raison. Elle fait ça depuis des années. Elena a pris le téléphone de Tom, lisant les entrées. Ses mains tremblaient. Elle a tout documenté. Chaque fois que j'étais malade, chaque fois qu'elle me gardait à la maison de l'école, c'était tout elle. Elle m'a rendu dépendante d'elle et elle faisait la même chose à Sophie. Dit Léo, créant une situation où Sophie semblerait instable, où Claudia serait la soignante indispensable. Tom posa le sac de preuves sur la table. C'est assez pour poursuivre. On apporte ça au procureur demain avec le témoignage de Sophie et les preuves médicales. Claudia va en prison? Mais Léo secouait la tête. Ce n'est pas assez. Léo, elle prend un bon avocat. Elle sort en 5 ans. Peut-être moins si elle joue la carte de la vieille femme malade. Elle vit sa vie avec la possibilité de liberté, tandis que ma fille doit vivre avec le traumatisme. Ce n'est pas la justice. Elena le regarda. À quoi penses-tu? Léo se leva et marcha vers la fenêtre, regardant sa maison sombre. Toute l'identité de Claudia est construite sur le fait d'être la mère et grand-mère dévouée. Elle crave l'admiration, le respect. C'est pour ça qu'elle fait ça. Ça la fait se sentir nécessaire, importante, lui enlever ça, détruire sa réputation si complètement que tout le monde sait ce qu'elle est. C'est pire que la prison. Un documentaire, dit Elena, pas juste un documentaire, une exposition complète, des experts médicaux expliquant le syndrome de Munchausen par procuration, des entretiens avec Sophie, avec toi sur ton enfance, des preuves de l'empoisonnement, les entrées du journal de Claudia, lues à voix haute. Quand j'aurai fini, son nom sera synonyme d'abus. Elle ne pourra plus jamais montrer son visage en public. Tom s'appuya contre le comptoir. Le procureur pourrait ne pas aimer que tu relâches des preuves publiquement. Alors on leur donne la première chance, on remet tout, on les laisse déposer des accusations. Pendant que ça pend, j'édite le documentaire, 1 semaine, peut-être moins, puis il sort sur chaque plateforme que je peux accéder. Claudia le verra venir, elle pourrait fuir, laisse-la fuir. Ça la fait juste paraître coupable. Et où qu'elle aille, ça la suivra, il n'y a pas de cachette de l'internet. Elena se leva,
J'ai besoin de vérifier Sophie, m'assurer qu'elle dort paisiblement. Après son départ, Tom dit calmement « Tu sais que ça va devenir moche ?» Claudia ne va pas juste accepter l'exposition. Elle ripostera « Je compte là-dessus. Chaque défense qu'elle fait, chaque mensonge qu'elle dit, je documenterai tout. Plus elle lutte, plus sa culpabilité devient évidente. Elle est piégée et elle ne le sait même pas encore. Et si elle essaie de blesser Sophie à nouveau ?» L'expression de Léo se durcit. Alors on passe au-delà de la documentation et vers la protection. J'ai des ressources. Tom, des gens avec qui j'ai travaillé au fil des ans, des sources qui me doivent des faveurs. Si Claudia devient une menace, elle disparaîtra dans un cauchemar légal qui ne finit jamais. Des enquêtes sur son passé, sa carrière médicale, chaque patient qu'elle a traité. Je rendrai sa vie si misérable qu'elle suppliera pour la prison pour échapper à l'examen. Tom sourit légèrement. Tu as vraiment pensé à tout ? J'ai passé 10 ans à documenter comment les gens puissants échappent aux conséquences. J'ai appris des meilleurs manipulateurs, des criminels les plus intelligents. La différence est que j'utilise ces techniques pour la justice, pas l'exploitation. Claudia m'a appris quelque chose de précieux ce soir. Elle m'a montré que le système peut être truqué si tu es intelligent et patient. Alors, je vais le truquer en retour en utilisant ses propres méthodes contre elle. Tu joues à un jeu dangereux ? Non, dit Léo. Je mène une guerre et je ne perds pas les guerres. Le lendemain matin, Léo emmena Sophie dans un labo de toxicologie privé qu'il avait utilisé pour des travaux documentaires précédents. Les techniciens prélevèrent du sang, collectèrent des échantillons de cheveux et effectuèrent un screening complet. L'après-midi, ils avaient des résultats préliminaires. Le docteur Harold Hughes, le directeur du labo, appela Léo dans son bureau. « Monsieur Payne, votre fille a des niveaux significatifs de risperidone, lorazepam et diphénhydramine dans son système. Ce sont des médicaments puissants et dans les combinaisons présentes, ils auraient causé une altération cognitive sévère, somnolence, confusion et potentiellement des problèmes de mémoire. Depuis combien de temps prend-elle ça ? Basé sur l'analyse des cheveux. Au moins 3 mois, peut-être plus. Le dosage était assez constant, suggérant une administration régulière. Ces médicaments pourraient-ils la faire sembler mentalement instable ? Absolument. Un enfant prenant ça sans supervision médicale exhiberait des symptômes compatibles avec des troubles psychiatriques sévères, hallucinations, instabilité émotionnelle, difficulté à se concentrer. Pour un observateur extérieur, elle paraîtrait très malade. Léo enregistra toute la conversation avec la permission du docteur Hughes. C'était des preuves, mais plus important, c'était du contenu pour son documentaire. La preuve scientifique que Sophie avait été systématiquement empoisonnée. Pendant que Sophie se reposait dans la salle d'attente, Léo appela Rebecca Walsh, la conseillère en traumatisme. « J'ai besoin d'interviewer Sophie à la caméra sur ce qui s'est passé. Est-elle prête pour ça ?» Rebecca hésita. « Normalement, je dirais non, mais Sophie demande à raconter son histoire. Elle veut que les gens sachent la vérité. Si tu gardes ça doux, la laisse contrôler le rythme. Je pense que ça pourrait être thérapeutique. Je serai prudent. Ce n'est pas pour exploiter son traumatisme. C'est pour lui donner une voix. » Cet après-midi-là, dans le salon de Patty Fitzgerald, Léo installa une seule caméra sur un trépied. Sophie s'assit sur le canapé. Elena à côté pour le soutien. Léo garda les questions simples, directes, laissant Sophie parler avec ses propres mots. « Peux-tu me dire quand mamie a commencé à te donner des pilules ?» La voix de Sophie était douce mais claire. « Ça a commencé après l'été. Elle disait que maman voulait que je prenne des vitamines parce que je ne mangeais pas assez. Mais elle me faisait me sentir bizarre, somnolente tout le temps. Je ne pouvais pas penser droit à l'école. As-tu dit à quelqu'un ? J'ai essayé de dire à maman, mais mamie était toujours là. Elle disait que j'étais juste fatiguée, que j'avais besoin de me reposer. Elle me faisait rester à la maison de l'école, disait que j'étais trop malade pour y aller, mais je n'étais pas malade. Je me sentais juste mal. Que s'est-il passé hier ? » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Mamie voulait que je prenne les pilules. J'ai dit non. Je lui ai dit qu'elle me faisait me sentir mal, que je n'en voulais plus. Elle s'est fâchée. Vraiment fâchée, elle m'a attrapé le bras fort, a essayé de forcer les pilules dans ma bouche. Je l'ai poussée et elle est tombée. Elle s'est cognée la tête sur le comptoir de cuisine. Y avait-il du sang ? Oui, de sa tête. Elle me criait dessus, disant que j'étais une mauvaise fille, que j'étais malade et avait besoin d'aide. J'ai eu peur et j'ai couru. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Elena serra Sophie contre elle. À la caméra, l'étreinte était déchirante. Une mère réconfortant un enfant qui avait été trahi par quelqu'un en qui ils auraient dû avoir confiance. Léo arrêta l'enregistrement. « Tu as été géniale, ma chérie. Tu as dit la vérité
Et c'est la chose la plus importante. Ce soir-là, Léo mena un autre entretien, cette fois avec Elena. Elle parla de son propre enfance, les maladies qui la gardaient à la maison, l'attention obsessive de Claudia. Elle parla des ordonnances qu'elle n'avait jamais écrites, la forgerie, la réalisation que sa mère l'avait manipulée pendant des décennies. « J'ai permis ça », dit Elena, les larmes coulant sur son visage. « J'ai laissé ma mère garder ma fille. Jamais questionné, jamais vu les signes. Je suis médecin et j'ai tout raté. Tu es aussi une victime ?» dit Léo doucement. « Claudia t'a conditionné à lui faire confiance, à douter de toi-même. C'est ce que font les abuseurs. Ils te rendent complice de ta propre souffrance. » Au cours des 3 jours suivants, Léo travailla des shifts de 18 heures à éditer des images, mener des entretiens avec des experts, le docteur Cher Hansen, maintenant Dr Sherry Hansen, une pédiatre, accepta de parler à la caméra sur sa maladie mystérieuse d'enfance qui avait disparu quand elle avait arrêté de visiter la maison Short. Une ancienne collègue de Claudia de ses jours d'infirmière partagea à contre-cœur des histoires sur des discrepancies de médicaments, des patients qui empiraient sous les soins de Claudia. Rien d'assez concret pour avoir déclenché des enquêtes à l'époque. Mais dans l'ensemble, ça peignait l'image de quelqu'un qui ne pouvait résister à se mêler de la santé des gens. Tom Merrill fournit du contexte sur les cas de syndrome de Munchausen par procuration, expliquant comment les auteurs opéraient, pourquoi ils le faisaient, comment ils évitèrent la détection. Il ne mentionna jamais le journal, ne révéla jamais son rôle dans l'obtention de preuves, mais son expertise ajoutait un contexte critique. Au jour 4, Léo avait un rough cut du documentaire, 38 minutes de témoignages dévastateurs, preuves médicales et analyses d'experts. Il le titra « La grand-mère dévouée », une étude en abus systématique. Au jour 5, Léo et Elena allèrent au bureau du procureur du district de Denver avec Tom. Ils apportèrent les dossiers médicaux de Sophie, les rapports toxicologiques et des copies des ordonnances forgées. Ils apportèrent des déclarations de témoins de Patty Fitzgerald et Rebecca Walsh. Ils apportèrent des photos des blessures de Sophie. Ils n'apportèrent pas le journal de Claudia. C'était une assurance gardée en réserve au cas où le procureur déclinerait de poursuivre. L'assistant procureur assigné à l'affaire, James Fry, écouta attentivement. Il examina les preuves, posa des questions pointues et enfin se pencha en arrière dans sa chaise. « C'est convaincant ? Les preuves médicales seules sont assez pour déposer des accusations. Les statuts sur les abus envers les personnes âgées ne s'appliquent pas puisque la victime était mineure, mais on peut poursuivre pour abus sur enfant. Aggression, administration de substances nocives et mise en danger imprudente, les ordonnances forgées, ajoutaient de la fraude à la liste d'un « Qu'en est-il de l'abus historique ?» demanda Elena. « Ce qu'elle m'a fait enfant ?» James secoua la tête. « Le délai de prescription est expiré. On peut le référencer pour des preuves de pattern. Mais on ne peut pas déposer des accusations séparées. Cependant, le pattern renforce significativement l'affaire actuelle. Quand allez-vous l'arrêter ?» demanda Léo. « On émettra un mandat aujourd'hui. Madame Short sera placée en garde à vue d'ici la fin de la journée. » Léo hocha la tête. « Et une fois arrêtée, l'affaire devient un dossier public ?»« Oui. Pourquoi ? Parce que je relâche un documentaire sur cette affaire. Il inclut des entretiens avec ma fille, ma femme, des témoignages d'experts et des preuves médicales. Je voulais vous donner la première chance à la poursuite avant qu'il ne devienne public. » L'expression de James se durcit. « Monsieur Payne, je préfère que vous ne relâchiez rien qui pourrait préjuger des jurés potentiels. Je comprends votre préoccupation, mais ma fille mérite que sa voix soit entendue. Et le public mérite de savoir comment quelqu'un comme Claudia Short a opéré pendant des décennies sans détection. Je relâche le documentaire dans 48 heures, ça pourrait compromettre la poursuite ou ça pourrait assurer une condamnation parce que le pool de jurés comprendra le contexte et le pattern d'abus. De toute façon, je le relâche. Je voulais vous donner un avertissement préalable par courtoisie professionnelle. » James regarda Tom, qui haussa les épaules. « Il n'est pas mon client. Je suis juste ici comme témoin ? » ?»« Bien, » dit James. « Mais si ça explose à votre figure, ne venez pas pleurer vers moi. Ça n'explosera pas, » dit Léo. « Parce que tout dans ce documentaire est vrai, vérifiable et conçu pour résister à l'examen. J'ai fait des documentaires pendant une décennie. Je sais comment construire un dossier qui tient... » Ils quittèrent le bureau du procureur et roulèrent vers la maison de Patty. En chemin, Elena dit « Et si Claudia n'est pas condamnée ? Si un jury décide qu'il y a un doute raisonnable, alors on passe au plan B, qui est de rendre sa vie invivable. Chaque employeur qui considère l'embaucher voit le documentaire. Chaque propriétaire qui pourrait lui louer voit le documentaire. Chaque ami, chaque connaissance
chaque personne qu'elle essaye d'interagir avec. Ils voient tous le documentaire. Elle devient une paria, inemployable, inlogeable. Elle vit ses jours en isolation complète. Sachant que tout le monde sait ce qu'elle est, Elena resta silencieuse un moment. C'est cruel. Pas aussi cruel que ce qu'elle a fait à Sophie. Pas aussi cruel que ce qu'elle t'a fait. Claudia a fait des choix. Elle a choisi de blesser des gens pour sa propre gratification. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Ce soir-là, Claudia fut arrêtée à son hôtel. La photo d'arrestation la montrait petite et effrayée, rien comme la grand-mère composée d'une semaine auparavant. Léo la vit aux nouvelles locales et ne ressentit aucune satisfaction. Seulement une détermination froide. Le lendemain, Léo upload le documentaire La grand-mère dévouée sur YouTube, Vimeo, et son site professionnel. Il envoya des copies à chaque média de Denver avec un communiqué de presse. En heures, il fut repris par les stations locales. Le lendemain matin, les médias nationaux appelaient. Le documentaire devint viral. En 48 heures, il avait 3 millions de vues. Les commentaires affluaient. Des milliers. Soutien pour Sophie. Rage contre Claudia. Question sur comment ça avait pu passer inaperçu si longtemps. Les équipes de nouvelles campèrent dehors la prison où Claudia était détenue. Son audience de caution devint un cirque médiatique quand elle apparut devant le juge, flanquée de son avocat, Blake Brock, un avocat de défense connu pour représenter des clients difficiles. Elle semblait hagarde, diminuée. Blake argua pour une caution raisonnable. « Votre honneur. Ma cliente est une femme de 67 ans sans antécédents. Elle n'est pas un risque de fuite. Les allégations, bien que sérieuses, sont disputées. Nous croyons que les preuves me montreront que c'est un malentendu gonflé par un documentaire vu des millions de fois. » Le juge interrompit. « Avocate, votre cliente est accusée d'avoir systématiquement empoisonné sa petite fille. Les preuves médicales sont substantielles. Je fixe la caution à 500 000 $. Le visage de Blake se crispa. « Votre honneur, c'est excessif. » Motion rejetée. Affaire suivante. Claudia fut renvoyée en détention, tandis qu'on l'emmenait. Elle regarda directement Léo, qui était assis dans la galerie. Son expression n'était plus pitoyable ou effrayée, c'était de la haine pure. « Bien, pensa Léo, laisse-la me haïr. » La haine signifie qu'elle commence à comprendre qu'elle n'est plus en contrôle. Au cours des 2 semaines suivantes, l'histoire de Claudia domina les nouvelles locales. Le documentaire continua de se répandre, repris par de plus grandes plateformes. Des services de streaming contactèrent Léo pour l'étendre en série limitée. Des éditeurs voulaient les droits pour un livre, mais Léo n'était pas intéressé par le profit. Il était intéressé par la justice. L'avocat de Claudia tenta de supprimer le documentaire, arguant qu'il empêchait un procès équitable. Le juge rejeta la motion, notant que le documentaire consistait principalement en preuves factuelles et témoignages, pas en spéculation. Puis Blake Brock changea de tactique. Il déposa une motion prétendant que Sophie était mentalement instable, que son témoignage était non fiable à cause des médicaments même que Claudia était accusée d'administrer. Il amena des experts témoins qui témoignèrent que Sophie exhibait des signes de conditions psychiatriques préexistantes. C'était une stratégie audacieuse, armant l'abus lui-même pour discréditer la victime. Léo savait que ça venait. Il avait vu des avocats de défense utiliser des tactiques similaires auparavant. Donc, il était prêt, avec ses propres experts témoins, des psychologues pour enfants qui avaient examiné Sophie et confirmé qu'elle ne montrait aucun signe de maladie mentale sous-jacente, seulement un traumatisme d'abus. Les audiences préliminaires devinrent une partie d'échecs, chaque côté manœuvrant pour l'avantage. Mais Léo avait un as dans sa manche qu'il gardait pour exactement ce moment. Tom Merrill avait gardé le journal de Claudia en sécurité, le stockant dans un endroit sûr. Maintenant, alors que la stratégie de Blake Brock devenait claire, Léo prit une décision. Il alla au bureau de James Fry, au procureur. « J'ai quelque chose qui n'était pas dans le paquet de preuves originales, quelque chose qui prouve la préméditation au-delà de tout doute. » James sembla sceptique. « De quoi parlons-nous » Léo posa une enveloppe scellée sur le bureau. À l'intérieur étaient des copies de pages du journal, soigneusement sélectionnées pour montrer la planification et la documentation de Claudia, sans révéler comment le journal avait été obtenu. James les lut, son expression s'assombrissant. « Où avez-vous eu ça ?» Ils ont été trouvés dans la chambre d'hôtel de Claudia, après son arrestation pendant l'inventaire de ses biens. Quelqu'un a dû les manquer initialement. C'était un mensonge, mais nécessaire. James étudia Léo un long moment, pesant clairement s'il devait presser pour la vérité. « Ceci serait inadmissible s'ils n'ont pas été obtenus correctement, » dit enfin James. « Alors, c'est bien qu'ils aient été trouvés pendant un inventaire légal. Vous pouvez vérifier avec les officiers arrêtants, si vous voulez. »
James posa les papiers. « Si je découvre que vous me mentez, vous ne le ferez pas parce que, officiellement, ces documents ont été trouvés exactement où ils auraient dû l'être. Ce qui compte, c'est qu'ils prouvent que Claudia Short a systématiquement abusé de sa petite fille et l'a documenté. C'est ce que le jury doit voir. » James resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Je les ajouterai aux preuves. Mais Léo, si ça revient sur vous, ça ne le fera pas. Faites-moi confiance. » Quand l'avocat de Claudia vit les entrées du journal, toute sa stratégie s'effondra. Blake demanda un ajournement pour examiner les nouvelles preuves. Le juge le refusa, notant que la défense avait déjà eu ample temps pour la découverte. Le procès fut fixé à 6 semaines. En attendant, Sophie se rétablissait. Elle voyait des thérapeutes régulièrement, traitant lentement son traumatisme. Les médicaments avaient quitté son système et elle était brillante à nouveau, engagée, elle-même. Un soir, elle demanda à Léo, « Papa, est-ce que mamie ira en prison ?» « Je pense que oui, ma chérie. Bien, parce qu'elle m'a fait mal, et les gens qui font mal aux enfants devraient être punis. » La simplicité le frappa. Sophie comprenait la justice instinctivement. Même si elle n'avait que 8 ans, elle savait que les actions avaient des conséquences, que l'abus ne pouvait pas être excusé ou expliqué. « Tu as raison, » dit Léo, « et je te promets, d'une façon ou d'une autre, mamie fera face aux conséquences pour ce qu'elle a fait. Vas-tu faire un autre documentaire sur ça? Veux-tu que je le fasse ?» Sophie pensa un moment. « Je veux que d'autres enfants sachent qu'ils peuvent dire la vérité, même si les adultes ne les croient pas au début. Je veux qu'ils sachent que quelqu'un écoutera. Alors c'est ce que je ferai. » Le procès commença un lundi matin à la fin de l'été. La salle d'audience était pleine de médias, spectateurs et familles d'autres victimes de syndrome de Munchausen par procuration qui avaient contacté Léo après la diffusion du documentaire. Claudia était assise à la table de la défense, paraissant frêle, jouant son rôle, mais quand Sophie prit la barre, tout changea. Léo l'avait préparé, lui avait appris à parler clairement, à rester calme sous pression. Sophie portait une robe simple, ses cheveux tirés en arrière, paraissant plus jeune que ses 8 ans. Blake Brock devait être prudent. Attaquer un enfant trop agressivement aliénerait le jury. Sophie raconta son histoire simplement sans embellissement. Elle expliqua les pilules, comment elle la faisait se sentir, comment elle avait essayé de refuser, et mamie s'était fâchée. Elle décrivit pousser Claudia, le sang courir chez Madame Fitzgerald. La contre-interrogation de Blake fut douce mais pointue. « Sophie, n'est-ce pas vrai que tu as parfois du mal à te souvenir des choses quand je prenais les pilules que mamie me donnait ? Oui. Et n'est-ce pas possible que tu sois confuse sur ce qui s'est passé ? Que peut-être tu es tombée et t'es blessée toi-même ? » Et mamie essayait d'aider. Sophie le regarda directement. « Non, je me souviens de tout. Mamie m'a fait mal parce que je ne voulais plus prendre ces pilules. Mais tu étais sous médicaments qui peut causer de la confusion, des hallucinations, des médicaments que mamie m'a donnés sans la permission de mes parents. Ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. » Un murmure traversa la salle d'audience. Même Blake sembla pris au dépourvu par la clarté de la réponse de Sophie. Ce n'était pas un enfant confus. C'était une survivante qui savait exactement ce qui lui était arrivé. La poursuite appela le Dr Hughes à témoigner sur les résultats toxicologiques, puis Elena prit la barre, décrivant ses propres maladies d'enfance, les patterns qu'elle avait manqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puis Cher Hansen, expliquant sa maladie mystérieuse d'enfance qui avait disparu quand elle avait arrêté de visiter la maison Short. Les preuves s'empilaient, pièce par pièce. Construisant une image indéniable d'abus systématiques s'étendant sur des décennies, Blake essaya de discréditer les entrées du journal, arguant qu'elles pouvaient avoir été fabriquées, mais des experts en écriture confirmèrent qu'elles étaient écrites par Claudia. Des tampons de date sur des photos qu'elle avait prises de Sophie, des photos trouvées sur son téléphone, correspondaient aux entrées du journal, créant une chronologie qui corroborait tout. L'argument de clôture de la poursuite fut dévastateur. Claudia Short n'est pas une grand-mère dévouée, c'est une prédatrice qui a utilisé ses connaissances médicales pour systématiquement empoisonner un enfant pour sa propre gratification. Elle l'a documenté, elle l'a planifié, elle l'a exécuté avec précision. Et quand sa victime a enfin riposté, elle a essayé de peindre cette victime comme mentalement malade. Ce n'est pas une grand-mère qui a fait une erreur, c'est une abuseuse qui a presque réussi. L'argument de clôture de Blake se concentra sur le doute raisonnable, suggérant que les preuves étaient circonstancielles, que la mémoire de Sophie ne pouvait pas être fiable. Mais son cœur n'y était pas. Même lui savait que les preuves étaient accablantes. Le jury délibéra pendant 6 heures. Quand ils revinrent, la présidente se leva et lut le verdict. Chef 1, abus sur enfant. Nous trouvons l'accusé coupable. Chef 2,
aggression. Nous trouvons l'accusé coupable, chef 3, administration de substances nocives. Nous trouvons l'accusé coupable, chef 4, mise en danger imprudente. Nous trouvons l'accusé coupable, chef 5, fraude pour forgerie d'ordonnance. Nous trouvons l'accusé coupable. Claudia ne montra aucune émotion, mais ses mains agrippèrent la table de la défense si fort que ses jointures blanchirent. Le juge fixa une date de sentence pour 2 semaines plus tard. Tandis qu'on l'emmenait, elle regarda Léo une dernière fois. Son masque était complètement parti maintenant. Ce qui restait était quelque chose de froid et calculateur, un prédateur qui avait été attrapé, mais qui n'admettrait jamais la culpabilité. Léo ne scia pas. Il soutint son regard jusqu'à ce que les huissiers l'emmènent. Le jour de la sentence arriva avec moins de fanfare médiatique que le procès. La plupart des reporters étaient dos passés à d'autres histoires, mais Léo était là, assis dans la galerie avec Elena et Sophie. Tom Merrill était assis à côté d'eux. Le juge examina le dossier de Claudia. « Madame Short, vous avez été condamnée pour de multiples crimes graves contre votre propre petite-fille. Les preuves montraient un pattern d'abus systématique conçu pour faire apparaître un enfant mentalement malade. C'est parmi les cas les plus perturbants que j'ai rencontrés en mes 30 ans sur le banc. » Claudia se leva, son avocat à côté. « Votre honneur, j'aimerais faire une déclaration. » Le juge hocha la tête. Claudia se tourna vers la salle d'audience. « J'aime ma petite fille. Tout ce que j'ai fait était par souci pour son bien-être. J'ai fait des erreurs. Oui, mais je n'ai jamais voulu faire de mal. J'espère qu'un jour, Sophie comprendra que j'essayais seulement d'aider. » Les mots étaient parfaitement calculés, une admission d'erreur sans accepter la culpabilité. Jouant la grand-mère incomprise jusqu'à la fin, Sophie se leva. « C'est un mensonge ?» Le juge sembla surpris. « Jeune demoiselle, elle ment, » dit Sophie clairement. « Elle ne m'aimait pas. Elle aimait me contrôler. Elle aimait me rendre malade parce que ça la faisait se sentir importante. Elle en a écrit dans son journal. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. » Léo posa une main sur l'épaule de Sophie, mais il ne l'arrêta pas. C'était son moment. Sophie continua. « Et elle ne pourra plus jamais me faire mal ni à quiconque parce que tout le monde sait ce qu'elle est maintenant. C'est ce qu'elle est vraiment, pas la punition, mais que les gens connaissent la vérité. » La salle d'audience était silencieuse. L'expression de Claudia vacilla juste une seconde, révélant de la rage sous le masque de grand-mère. Le juge s'éclaircit la gorge. « Je n'ai pas l'habitude d'entendre les victimes à la sentence. Mais dans ce cas, je pense que la jeune demoiselle a gagné le droit de parler Madame Short. Basé sur la sévérité de vos crimes et le pattern d'abus s'étendant sur des décennies, je vous condamne à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour 15 ans. De plus, vous devrez vous enregistrer comme abuseuse d'enfants et vous êtes interdite de tout contact avec des mineurs pour le reste de votre vie. 20 ans. À 67 ans, Claudia aurait 87 ans avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. Effectivement, une sentence à vie. Tandis que les huissiers s'approchaient pour la prendre en garde, Claudia craqua enfin. « C'est faux, je ne suis pas une criminelle. Je suis victime d'une chasse aux sorcières médiatique. Ce documentaire, il a empoisonné tout le monde contre moi. » L'expression du juge se durcit. « Madame Short, le documentaire a simplement présenté des preuves. Ce sont vos propres actions documentées de votre propre écriture qui vous ont condamné. Emmenez-la. » Ils emmenèrent Claudia, sa composure brisée, sa voix résonnant dans le couloir tandis qu'elle hurlait sur l'injustice. Léo sentit Elena prendre sa main. Sophie s'appuya contre lui. Après des semaines de combat, c'était enfin fini. Dehors le tribunal. Les reporters attendaient. Léo fit une déclaration brève. « La justice a été rendue aujourd'hui. Ma fille peut enfin commencer à guérir. Sachant que son abuseuse ne lui fera plus jamais de mal ni à quiconque, j'espère que cette affaire sensibilise au syndrome de Munchausen par procuration et encourage d'autres victimes à se manifester. » Ce soir-là, Léo, Elena et Sophie dînèrent à la maison pour la première fois depuis l'incident. Ils commandèrent de la pizza, regardèrent un film et commencèrent lentement à se sentir comme une famille à nouveau. Plus tard, après que Sophie fut endormie, Elena demanda « Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant on avance. Sophie a de la thérapie. On reconstruit, on s'assure qu'elle sait qu'elle est en sécurité. Et le documentaire, Léo y avait pensé, je vais l'étendre, des entretiens avec d'autres survivants. Explication des signes d'avertissement. Ressources pour les familles. Le rendre éducatif autant qu'exposant, peut-être que ça aide quelqu'un d'autre à reconnaître l'abus avant qu'il n'aille aussi loin qu'avec Sophie. Elena hocha la tête. Toute la vie de ma mère était sur le contrôle. Elle ne supportait pas que quiconque soit indépendant, heureux, libre. C'est pour ça qu'elle a fait ça, pas parce qu'elle nous aimait,
mais parce qu'elle avait besoin qu'on ait besoin d'elle, et maintenant elle n'a rien, pas de contrôle, pas d'admiration, pas de pouvoir, juste 20 ans pour penser à ce qu'elle a perdu. Ils restèrent silencieux un moment, puis Elena dit « Penses-tu qu'elle admettra jamais ce qu'elle a fait? Prendra une vraie responsabilité ?»« Non, » dit Léo, « les gens comme Claudia ne le font jamais. Ils ne peuvent pas. Admettre la culpabilité signifierait reconnaître qu'ils ne sont pas la victime, qu'ils ont fait des choix, qu'ils ont blessé des gens délibérément. Elle ira à sa tombe en croyant qu'elle a été lésée. C'est triste. Oui, mais c'est aussi la justice. Elle a détruit sa propre vie par ses propres actions. On ne lui a pas fait ça. Elle se l'est fait à elle-même. Au cours des mois suivants, la vie revint lentement à la normale. Sophie revint à l'école, se fit des amis, rejoignit le club de théâtre. Ses notes s'améliorèrent, les cauchemars s'estompèrent. Léo relâcha le documentaire étendu, maintenant intitulé « La grand-mère dévouée ». Comprendre le syndrome de Munchausen par procuration. Il devint visionnage obligatoire dans certaines écoles de médecine et programmes de formation des services de protection de l'enfance. Il reçut des milliers d'emails de gens qui avaient reconnu des patterns similaires dans leur propre vie. Parents, grandparents, soignants qui avaient utilisé la manipulation médicale pour maintenir le contrôle. Certains de ces emails menèrent à des enquêtes, à d'autres poursuites, à d'autres enfants sauvés. Tom Merrill lança une entreprise de consulting aidant les familles à enquêter sur des cas d'abus suspectés. Lui et Léo travaillaient souvent ensemble, combinant compétences documentaires et expertise investigative. Elena passa à temps partiel à l'hôpital et passa plus de temps avec Sophie, reconstruisant leur relation, apprenant à faire confiance à nouveau. Un jour, environ 6 mois après la sentence, Sophie demanda à Léo « Papa, penses-tu que mamie pense à moi en prison ?» Léo considéra la question soigneusement. « Peut-être, mais Sophie, ce qui compte n'est pas ce qu'elle pense. C'est ce que tu penses ? Es-tu ok ?» Sophie hocha la tête. « Je suis ok, je suis en sécurité maintenant, et je sais que si quelque chose de mauvais arrive à nouveau, les gens m'écouteront, parce que tu t'en es assuré. C'est vrai, tu as une voix et tu as des gens qui t'aiment et te croiront toujours. » Sophie sourit. « Je suis contente que tu sois revenue de ce voyage en avion, même si c'était effrayant. Moi aussi. Ma chérie, moi aussi. » Plus tard cette nuit-là, Léo se tenait dans son bureau à la maison regardant les prix sur son étagère. Emmys, prix de journalisme. Reconnaissance pour son travail documentaire. Ils avaient signifié quelque chose autrefois, mais ils signifiaient moins maintenant que le son de Sophie riant dans la pièce voisine. Saine et en sécurité, il ouvrit son ordinateur et regarda son projet actuel. Un film sur la malversation corporative dans des compagnies pharmaceutiques, un travail important, qui comptait, mais il trouva son attention dérivant vers un autre dossier, un étiqueté projet personnel. À l'intérieur étaient des images du spectacle scolaire de Sophie. Sa fête d'anniversaire, des moments ordinaires de vie ordinaire, pas dramatiques, pas dignes des nouvelles, mais infiniment précieux. Léo réalisa que sa carrière avait été sur l'exposition du mal extraordinaire, que les gens se faisaient les uns aux autres, mais la vraie victoire était dans la protection de la bonté ordinaire, la joie simple d'un enfant qui se sentait en sécurité, une famille qui se faisait confiance, une vie vécue sans peur. Claudia avait essayé de détruire cette bonté, elle avait échoué, et Léo Payne s'était absolument assuré qu'elle n'aurait plus jamais une chance. 2 ans plus tard, Léo reçut une lettre. Elle venait de la prison où Claudia purgeait sa sentence. Il faillit la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. La lettre était brève, écrite de l'écriture nette de Claudia. « Léo, je sais que tu ne me pardonneras jamais, je ne m'y attends pas, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'aimais Elena et Sophie. Je les aimais tellement, je ne pouvais pas les laisser partir. Cet amour est devenu tordu, je le vois maintenant. Il est devenu sur le contrôle plutôt que le soin. J'ai eu beaucoup de temps pour penser ici. J'ai suivi une thérapie, été diagnostiqué avec des troubles que je ne savais pas avoir. Les docteurs disant que j'ai créé la dépendance parce que j'étais terrifié d'être seul, d'être inutile. Ils ont probablement raison. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait à ma fille et les petites filles. J'ai détruit les gens que j'aimais le plus parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils n'aient pas besoin de moi. Tu as gagné, tu as eu la justice. Mais j'ai aussi perdu ma famille, ma liberté, mon avenir, et je le mérite. Dis à Sophie que je suis désolé. Pas parce que ça changera quelque chose, mais parce que c'est vrai. Claudia. Léo lut la lettre 2 fois, puis il la plia soigneusement et la mit dans un tiroir. Il ne répondit pas. Claudia ne lui devait pas sa validation ou reconnaissance.
Mais il garda la lettre parce que c'était une preuve que même des gens comme Claudia pouvaient éventuellement affronter ce qu'ils avaient fait. Ça n'effaçait pas le mal, ça n'annulait pas le traumatisme. Mais ça montrait que la vérité poursuivie sans relâche et exposée publiquement avait du pouvoir. Cette nuit-là, Léo parla de la lettre à Elena. Elle la lut silencieusement, les larmes coulant sur son visage. « Penses-tu qu'elle le pense ?» demanda Elena. « Est-ce que ça compte ?» Elena pensa un moment. « Peut-être pas. Le dommage est fait. Désolé, ne le répare pas. »« Non !» Mais l'acknowledgement est quelque chose, pas pour elle. Pour nous, ça confirme tout ce qu'on savait vrai. Elle ne peut plus se cacher derrière le déni. Ils brûlèrent la lettre ce soir-là dans la cheminée, pas par colère, mais comme un rituel de clôture. L'excuse de Claudia tourna en cendres, emportée par la cheminée. Partie, Sophie descendit, attirée par la lumière du feu. « Qu'est-ce que vous brûlez ?»« Le passé, » dit Léo, faisant de la place pour l'avenir. Sophie hocha la tête sagement, comme si ça faisait parfaitement sens. Puis elle se blottit entre eux sur le canapé, et ils regardèrent les flammes ensemble, dehors. Denver s'étalait sous un ciel nocturne clair. Quelque part dans cette ville, d'autres familles luttaient avec des secrets, avec l'abus, avec des systèmes qui échouaient à protéger les vulnérables des Mexicains. Mais dans cette maison, en ce moment, il y avait la paix. Léo avait appris quelque chose à travers cette épreuve. La justice n'était pas juste sur la punition, c'était sur la restauration, sur reprendre le pouvoir à ceux qui l'avaient volé, sur donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Claudia avait essayé d'écrire l'histoire de la vie de Sophie pour faire de sa petite fille un personnage dans un récit de dépendance et de maladie. Mais Léo avait réécrit cette histoire, il avait donné le stylo à Sophie, l'avait laissé raconter sa propre vérité et l'avait amplifiée si fort que personne ne pouvait l'ignorer. C'était la vraie victoire, pas la vengeance, mais la réclamation des années plus tard. Quand Sophie était à l'université étudiant la psychologie, elle demanda à Léo pourquoi il avait combattu si fort pour elle. « Parce que tu étais ma fille, et tu avais besoin de moi », dit Léo simplement. « Parce que le système échouait, et quelqu'un devait intervenir parce que le silence protège les abuseurs, et j'ai refusé d'être silencieux. » Sophie sourit. « Je suis contente que tu ne l'aies pas laissé gagner. Elle n'allait jamais gagner, pas contre toi, pas contre la vérité, pas contre quelqu'un qui t'aimait assez pour combattre. Penses-tu à elle ? Parfois, pas avec haine. » Pas avec satisfaction, juste avec la connaissance qu'elle est exactement où elle appartient. Sophie hocha la tête. « Je ne la hais plus non plus. Je me sens juste désolée pour elle. Elle avait tout, une famille qui l'aimait, une petite fille qui l'adorait, et elle a tout jeté parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'est très mature de ta part. Eh bien, j'ai eu de bons enseignants, tu m'as montré que de mauvaises choses arrivent, mais tu n'as pas à les laisser te définir. Tu ripostes ? Tu dis la vérité ? Et tu avances ?» Léo serra sa fille dans ses bras. C'est exactement ça. Tandis que Sophie s'éloignait, Léo réfléchit à combien les choses avaient changé. L'enfant effrayée, couverte de sang, était devenue une jeune femme confiante, étudiant pour aider les autres. La grand-mère dévouée était devenue une prisonnière oubliée. Le filmmaker documentaire était devenu un père qui comprenait que certaines histoires étaient plus importantes que n'importe quel film. Et à travers tout, une vérité restait constante, que face au mal, le choix était simple. Tu pouvais détourner le regard, ou tu pouvais combattre. Tu pouvais laisser la peur te réduire au silence, ou tu pouvais parler avec une telle clarté que le monde entier entendait. Léo Payne avait choisi de combattre, et en le faisant, il avait sauvé plus que juste sa fille. Il avait sauvé sa famille, son intégrité, et sa croyance que la justice, cependant retardée ou difficile, valait toujours la peine d'être poursuivie. Claudia Short mourut en prison 8 ans dans sa sentence. Léo reçut une notification du département des corrections, mais n'assista à aucun service. Ni Elena ni Sophie, son avis de décès dans le journal était bref, listant seulement des faits basiques, date de naissance, date de décès, survivée par aucune famille immédiate. La section commentaires se remplit de gens racontant le documentaire, discutant l'affaire, la se souvenant pas comme une personne, mais comme un conte cautionary. Léo pensa que c'était la vraie punition. Pas la prison, pas la mort, mais être remembered seulement pour la pire chose qu'elle avait faite. Toute sa vie réduite à un seul récit, la grand-mère qui empoisonnait les enfants. C'était un legs dur, mais c'était celui qu'elle avait gagné. Léo se demandait parfois s'il avait été trop dur, si l'exposition publique avait été cruelle, mais alors il voyait Sophie s'épanouir, heureuse, réussie, non chargée par le traumatisme qui aurait pu la détruire, et il savait qu'il avait fait le bon choix.
Certaines batailles n'étaient pas combattues avec des poings ou des armes, elles étaient combattues avec la vérité, avec la documentation, avec l'exposition sans relâche, et dans ces batailles, Léo Payne ne perdait jamais parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental, que le mal reposait sur les ombres, sur les secrets, sur le silence de ses victimes. Traîne-le à la lumière, rends-le visible, force-le à se défendre publiquement, et il s'effondre. Claudia Short avait essayé d'écrire son propre récit pour contrôler son propre récit, mais Léo lui avait montré que certaines vérités étaient trop puissantes pour être supprimées, que certaines voix, une fois amplifiées, ne pouvaient plus jamais être réduites au silence. Et c'était la vraie victoire, pas la vengeance, mais la vindication, pas la destruction, mais la restauration, pas mettre fin à la vie de Claudia, mais s'assurer que la vie de Sophie pouvait vraiment commencer. En fin de compte, Léo Payne fit exactement ce qu'il avait promis. Il s'assura que la personne responsable fasse face à une pleine responsabilité, pas par la violence, pas par la vengeance, mais par l'arme la plus puissante de toutes, la vérité dite clairement et complètement où tout le monde pouvait la voir. Et cette vérité les avait libérés. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai